Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Léane Dansereau et mon équipe et moi avons pour objectif de parler d'entrepreneuriat sur le thème de l'éco-responsabilité. C'est pourquoi nous avons prévu d'aborder ces termes à travers deux discussions avec deux entrepreneurs. Ces deux personnes inspirantes ont intégré au cœur de leurs entreprises le souci de minimiser leur impact environnemental. L'éco-responsabilité est définie au Québec par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, comme faisant référence à un ensemble de comportements qui s'inscrivent dans une perspective de développement durable. Globalement, l'éco-responsabilité repose sur l'intégration de la hiérarchie des 3 RVE: réduire à la source, réemployer, recycler, valoriser et éliminer, et de la notion de cycle de vie des produits et services. Cette dernière notion implique la prise en compte des retombées environnementales, économiques et sociales encourues à chaque étape de la vie d'un produit ou d'un service. Avec les défis sociaux et environnementaux auxquels notre société fait face, il semble pertinent de s'intéresser à des modèles d'entreprise étant un succès sur le plan économique, mais aussi sur le plan environnemental. L'objectif est que les futurs entrepreneurs écoutant ce balado puissent s'inspirer de ces modèles, mais aussi que toute personne intéressée à ces enjeux ait une meilleure idée de ce que signifie l'éco-responsabilité en entrepreneuriat par l'entremise des parcours de nos invités. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui parmi nous Bianca Van der Meij, créatrice et propriétaire de Fancy Little Day. Fancy Little Day est une entreprise québécoise spécialisée dans la création d'accessoires de fête faits à la main. Situé à Chambly, l'atelier de Bianca confectionne des articles uniques, durables et réutilisables, conçus avec amour et minutie. Depuis plusieurs années, Fancy Little Day propose une gamme variée de produits personnalisables allant des guirlandes de lettres aux couronnes de fête, en passant par des ballons muraux et des chapeaux. C'est choisir des décorations éco-responsables qui ajoutent une touche spéciale aux célébrations, tout en soutenant l'artisanat local. Derrière cette entreprise créative se trouve Bianca, une entrepreneuse passionnée qui met son savoir-faire au service de moments inoubliables. Bianca a généreusement accepté de venir nous parler de son parcours, de ses défis, ainsi que de ses astuces pour créer et maintenir une entreprise intégrant des pratiques éco-responsables. Au cours des prochaines minutes, nous discuterons de cela et nous en profiterons pour également relayer des questions venant de Humanitaire et Éco-Responsables, deux associations étudiantes de HEC Montréal. Donc, bonjour Bianca, j'espère que ça va bien. Oui, ça va bien, merci. Merci de te joindre à nous aujourd'hui pour le podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, en fait, pour nos auditeurs? Oui, je suis Bianca Van der Meij, je suis franco-hollandaise, citoyenne canadienne depuis cette année. Et puis, je suis quand même au Canada depuis 10 ans. J'ai fondé ma compagnie il y a 7 ans, qui est une compagnie de création d'accessoires de fête réutilisables, Fancy Little Day. Et puis, est-ce que pour débuter, tu pourrais nous raconter un peu ce que tu faisais avant d'être entrepreneur? Oui, avant d'être entrepreneur, en fait, j'ai beaucoup voyagé. J'ai commencé à voyager en Europe pendant une dizaine d'années et puis à travailler un petit peu dans différents endroits dans l'animation sportive. Puis je suis finalement venue au Canada pour travailler dans l'ouverture du Taz, qui est un skatepark roulodome. Fait que j'ai fait mes premiers emplois là-bas. J'ai découvert l'univers des fêtes d'enfants aussi là-bas. Puis c'est là que l'idée un petit peu de Fancy Little Day a commencé à germer. Mais avant de lancer mon entreprise, j'ai aussi travaillé pendant 3 ans comme directrice de centre de conditionnement physique. Fait que c'est ça un petit peu mon parcours avant de m'être lancée dans l'entrepreneuriat. Super intéressant. Donc, c'est venu vraiment d'une idée d'un emploi existant que tu avais déjà, puis... OK. Oui, quand même. Et puis, quelle place l'éco-responsabilité, tu dirais, a pris dans ton idée initiale de ton projet? Parce que, je veux dire, les fêtes d'enfants, nécessairement, au TAS, est-ce qu'il y avait déjà cette emphase-là ou c'est toi qui as décidé de rajouter l'accent éco-responsabilité un peu dans l'idée initiale? Non, c'est vrai qu'au TAS, ça n'existait pas. Puis c'est aussi un peu une découverte comme... Parce que moi, je viens d'Europe, fait que les coutumes, les traditions sont un peu différentes. Les fêtes d'enfants ici, c'est vraiment comme un business. Fait que j'ai découvert ça, on a mis en place les forfaits de fêtes d'enfants, puis j'ai vu à quel point il y avait du gaspillage, mais en même temps, à quel point les parents étaient aussi super investis pour rendre ça super chouette, puis sympa, mais qu'il n'y avait pas beaucoup d'alternatives, en fait, en termes de décoration, d'accessoires. Fait que l'idée a germé, puis c'est sûr que je viens d'une famille d'entrepreneurs, puis mon papa avait développé une compagnie pendant 30 ans de tourisme éco-responsable. Fait que j'avais envie de mêler comme ces valeurs-là dans mon entreprise à moi, mélanger la créativité et offrir comme des valeurs aussi éco-responsables. Donc, c'est ça qui a fait germer un peu toute l'idée. OK. Et est-ce qu'on y retrouve un peu dans ton entreprise, en fait, des références à cet environnement-là axé sur l'entrepreneuriat dans lequel tu as évolué quand tu étais plus jeune?
Oui, ben, c'est sûr que j'ai une maman qui est styliste aussi, donc tout ce qui est couture, comme ça vient de ma maman. Tout ce qui est plus éco-responsable, puis service à la clientèle, puis tout ça, c'est quelque chose que j'ai tiré plus de mon papa. Fait que c'est sûr que c'est aussi des valeurs puis des traditions familiales que j'essaye de faire perdurer. Et j'avais aussi très envie, en étant entrepreneur, de pouvoir partager comme mon travail, tout ce que je fais toute la journée, tout le temps, avec ma fille. Parce que moi, j'ai adoré partager ça avec mes parents. J'ai énormément appris en pouvant travailler avec eux, puis en étant avec eux sur le terrain. Je pense que j'ai comme monté ma première compagnie à 12 ans en faisant de la livraison de croissants au bord des bateaux, alors que comme la boulangerie était vraiment juste en face, mais je me suis dit, je vais juste faciliter la vie des gens, puis me faire un petit peu d'argent. Fait que c'est ça, ils ont développé chez moi un petit peu cette fibre entrepreneuriale. Puis j'avais envie de partager ça aussi avec ma fille, puis ouais, ça se retrouve bien. OK, donc tu as toujours été un peu entrepreneur dans l'âme, clairement. Oui, oui, clairement, je pense qu'ils m'ont donné la piqûre vraiment tôt. Mais c'était ça, c'était difficile de... Au début, je pensais que je pouvais comme juste être entrepreneur en offrant des services, parce que pour moi, créer des produits, je voyais pas comment je pouvais rendre ça rentable, puis je voyais pas vraiment d'avenir là-dedans au début. Puis c'est ça, en essayant de travailler sur mon plan d'affaires, puis en faisant d'études et de projets tests, je me suis rendu compte que c'était possible aussi. Puis est-ce que tu pourrais nous accompagner dans ton quotidien un peu, dans ton processus créatif? Comment tu fais la confection, en fait, de tes accessoires? Oui, en fait, tout part d'une idée, d'une envie. Puis après, on essaye, on fait des patrons. Fait qu'on dessine, on fait des gradations, et puis on découpe nous-mêmes les tissus, on fait des prototypes, on teste. On voit si ça marche, si ça marche pas. Ce qui est difficile quand on a une entreprise éco-responsable, c'est que éco-responsable, avec des valeurs éco-responsables, on veut aussi que notre production à nous soit éco-responsable. Donc c'est sûr que d'offrir un produit qui va être une alternative à des objets en plastique, c'est bien, mais si moi je génère une tonne de déchets en produisant ces produits-là, ça fait aucun sens. Fait que c'est sûr que dans le processus de création, il y a beaucoup de recherches pour optimiser nos matériaux, réduire le plus possible nos déchets et les réutiliser aussi. Fait qu'on essaye d'avoir une production vraiment à zéro déchet, nous aussi, en utilisant le moindre petit morceau de tissu. Ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, on optimise aussi nos dépenses parce qu'il y a zéro perte. Et puis c'est ça, on fait des prototypes, on teste. Ensuite, c'est les prises de photos, faire les descriptifs, la mise en ligne, des partenariats pour faire un peu plus de marketing. Fait que c'est pas mal ça, le processus de création. Et puis, tu as mentionné brièvement certains obstacles auxquels tu fais face, en fait, par rapport à tout ça, puis la place que l'éco-responsabilité prend dans ton entreprise. Est-ce que tu pourrais élaborer sur peut-être d'autres obstacles auxquels tu as fait face dans ce processus-là? Oui, c'est sûr que te fournir en matière qui soit le plus possible d'ici, c'est un gros défi, surtout dans le milieu du textile. Travailler avec des fibres tissées sur place, ça a juste un coût énorme. Donc, quand tu fais le calcul pour ton coût de revient, c'est très difficile. Donc, on se fournit chez des revendeurs locaux, mais pas forcément qu'avec des fibres tissées sur place. On essaye au maximum, comme on a des élastiques qui sont tissés au Canada, des rubans aussi. Fait qu'on essaye vraiment d'optimiser, mais il faut faire des compromis aussi. Parce que c'est sûr que je ne pourrais pas comme vendre un ballon décoratif à 200 $. Ça ne marcherait pas, Anaïs. Donc, c'est vraiment l'obstacle de se fournir, mais en même temps, ça crée aussi, quand on arrive à trouver du textile qui est produit sur place ou des revendeurs locaux, c'est aussi une belle opportunité de développer un beau réseau pour la compagnie. Ça, c'est sûr, c'est d'un point de vue plus fournisseur. Si on se penche d'un point de vue plus client, en fait, est-ce que as-tu pu remarquer un certain changement au niveau des habitudes de consommation des consommateurs post-COVID, par exemple, ou avec les tarifs douaniers des États-Unis, donc le contexte actuel, comment ça se situe par rapport à tout ça? Oui, nous, c'est sûr que post-Covid, ça nous a propulsés. Ça a été une période pour nous, on a vraiment doublé notre chiffre de vente. Grâce à nos fournisseurs locaux, justement, je pouvais continuer aussi à travailler sans être trop
impactés par les livraisons, les retards de livraison. Pareil avec les grèves de Post Canada ou des choses comme ça. Moi, je suis quand même capable de continuer à opérer pendant ces périodes-là. Fait que post-Covid, effectivement, consommation locale, zéro déchet, ça a été très fort. Là, c'est un peu proche encore pour te dire l'impact comme des dernières gros changements. Mais c'est sûr qu'il y a plus de visibilité maintenant. On a eu une petite période creuse, 2023, 2024, comme pour la consommation locale, durable. C'était moins, on va dire, moins à la une, quoi. On en parlait moins, puis là, ça repart. C'est un peu mis un peu plus de l'avant. Tranquillement. Ouais. OK. Et puis aussi, comment mesures-tu un petit peu l'impact social et environnemental de Fancy Little Day? Peut-être si tu peux nous parler un peu de cette façon-là que tu peux mesurer l'impact que tu peux avoir autant sur les consommateurs que sur la chaîne d'approvisionnement, par exemple, etc. L'impact, je te dirais que je le mesure de différentes façons. Au début, je visais vraiment les familles, les fêtes d'enfants, tout simplement parce que c'était un peu ce que je connaissais, puis je pensais que ça allait être là vraiment mon axe principal. Finalement, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de demandes pour les garderies, pour les écoles. Fait qu'on crée beaucoup de décorations pour ce type de structure. Puis je trouve ça merveilleux parce que ça a un impact sur les enfants. Enfin, ça les sensibilise aussi qu'on peut avoir des choses super jolies puis super mignons sans que ce soit des guirlandes de ballons ou plein de choses en plastique. Donc je trouve ça vraiment super de pouvoir rentrer dans des structures comme ça. Je travaille aussi avec des belles compagnies qui partagent les mêmes valeurs, comme les écoquartiers Ville en Vert, qui mettent à disposition nos accessoires en prêt ou en location. Je travaille avec des organismes aussi comme la Ville de Montréal ou l'Orchestre symphonique de Montréal, qui ont des politiques éco-responsables puis qui veulent faire affaire avec des compagnies d'ici. Fait que ça nous permet de développer aussi des contrats corporatifs. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on est en opération. Puis je vois que mes clientes, elles les utilisent encore. Les premières décorations que j'ai faites il y a comme 6-7 ans. Fait que de les revoir encore sur des photos, puis que ça se transmet d'enfant à enfant, de fête en fête, que c'est réutilisé, que c'est partagé, je me dis que là, on a atteint notre mission, puis j'ai hâte de voir dans 10 ou 20 ans si ça va sauter des générations. Là, ça serait comme le Graal, là. Ça souligne vraiment des belles valeurs de collectivité aussi par rapport au partage et tout. C'est vraiment bien. Absolument. Et par rapport justement à tes contrats corporatifs, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont du mal à concevoir que l'éco-responsabilité et la rentabilité peuvent coexister, en fait, ensemble dans un même modèle d'affaires, par exemple? C'est sûr que c'est souvent une pensée partagée, mais moi je trouve que justement ça peut au contraire développer des opportunités parce que ça permet de créer des contacts, des réseaux avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui ont les mêmes envies, qui ont les mêmes missions. Puis c'est peut-être des contrats que j'aurais pas eu si j'avais pas mis l'emphase sur vraiment notre production locale, puis tout cet aspect qui est vraiment éco-responsable. Donc je pense que il faut réussir à trouver la valeur ajoutée, justement, de cette mission-là. Puis, d'un point de vue peut-être plus entrepreneurial, est-ce qu'il y aurait des conseils que tu aurais voulu recevoir en débutant ton projet? Peut-être de quelqu'un avec une expérience similaire ou quelqu'un du domaine? Quel genre de conseils que peut-être, ou sinon que tu donnerais à quelqu'un d'autre qui commence? Sinon aussi, ça peut être un autre angle. Oui, c'est sûr que quand tu te lances en affaires, tu as vraiment un milliard d'idées. Si tu es entrepreneur, c'est que tu es créatif, donc tu as beaucoup d'idées. Moi, je me suis rendu compte qu'il fallait être persévérante puis constante. C'est-à-dire que tes idées, si tu n'arrives pas à les faire tout de suite, tu les gardes dans un petit coin de ta tête, tu accumules les informations, puis à un moment donné, ça va être le bon moment pour les ressortir. Fait que je dirais comme la persévérance. Puis j'aurais aimé qu'on me dise aussi que être entrepreneur, c'était gérer des conflits et des crises comme non-stop, pas juste de temps en temps. Puis en fait, je me suis rendu compte que je performais là-dedans. Je suis performante dans la gestion, la résolution de problèmes. Puis, mais à partir du moment où j'ai compris que c'était quelque chose de constant, c'est devenu moins stressant parce que je me suis dit, en fait, mon travail, c'est ça, c'est de trouver des solutions, puis c'est ça, de toujours avoir un plan B. C'est vrai que si je l'avais conscientisé peut-être un peu plus tôt, ça m'aurait quand même baissé le stress un peu dans certaines situations.
Donc, pour revenir à ton idée initiale, en fait, qui a émergé là, de ton travail au TAS, est-ce que tu pourrais te rappeler, est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui t'a fait allumer, j'aimerais ça vraiment travailler plus au niveau des accessoires et des décorations, mais qui serait vraiment réutilisable? Donc, d'aller chercher cet aspect éco-responsable par rapport aux fêtes d'enfants. Oui, c'est sûr que j'avais beaucoup d'idées, puis j'ai fait beaucoup de recherches. Il y avait, tu sais, pour faire de l'argent, j'aurais pu faire du dropshipping, puis vendre des accessoires de fête, puis faire plein d'univers super sympas, mais ça correspondait vraiment pas à mes valeurs. Puis en même temps, juste faire de la vente, ça m'intéressait pas non plus. J'avais besoin de créer quelque chose, de transformer quelque chose, pour vraiment laisser libre cours à ma créativité aussi. Puis, vraiment, l'idée, le déclencheur est venu quand j'ai eu ma fille. À son premier anniversaire, j'ai conçu moi-même les décorations. Puis, là, on a eu des compliments, puis les gens en ont voulu. Fait que ça a commencé un petit peu comme ça, en tout petit. J'ai commencé à vendre sur Etsy seulement au début. Et puis après, je me suis dit, peut-être que ça pourrait être quelque chose de rentable et on pourrait pousser un peu ça un peu plus loin. Fait que ça a vraiment été juste de le tester à la maison, puis de voir si ça pouvait prendre là. Puis tu as parlé rapidement un peu des canaux de vente, Oui. puis que c'était pas nécessairement ta spécialité ou la chose que tu préférais faire. Donc, en fait, avec Fancy Little Day, comment procèdes-tu pour trouver des nouveaux clients, rejoindre des nouvelles personnes? Par exemple, comment ça a passé des quelques ventes sur Etsy à ce que c'est aujourd'hui? Oui, en fait, c'est sûr que la vente au début, c'était pas trop mon point fort, mais je l'ai développé beaucoup en travaillant comme directrice de centre de conditionnement physique. Fait que j'avais eu quand même des bonnes formations en vente, là. Sur Etsy, j'ai commencé, mais c'est extrêmement... Enfin, ça a vraiment été lié aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que Fancy Little Day, j'ai essayé de créer un univers pour essayer de vendre vraiment comme... de donner l'envie, en fait, d'utiliser autre chose que ce qu'on connaissait, puis d'utiliser autre chose que des décorations jetables. Parce que j'ai essayé de prendre un axe, en fait, dans mes communications qui n'était pas... on va culpabiliser les gens, on va leur dire que c'est mal, on va leur dire qu'il ne faut plus jamais utiliser de plastique. Ça ressemblait pas à ma personnalité. J'avais plus envie de me pousser encore plus loin pour essayer de leur montrer qu'on pouvait faire différemment, qu'on pouvait faire super joli, qu'on pouvait créer des traditions avec les enfants, puis que ça allait être encore plus le fun de leur offrir une routine dans les anniversaires, en sortant comme tes décorations chaque année, ils savent. Alors c'est sûr que tu as moins l'effet de surprise, mais en même temps, ça répond à une attente, puis ça fait que ta journée elle est spéciale, puis tu sais à quoi t'attendre, et t'es pas obligé chaque année d'aller comme en faire encore plus. T'as pas la peur de dire oh là là, si la fête que je fais cette année elle est moins bien, mon garçon il va être super déçu, il va être super triste. T'as ta tradition, tu sais que ça va être comme ça va être un petit moment magique, un petit moment spécial, ça va être super beau, mais en même temps c'est ça va partager des bonnes valeurs. Enfin, j'ai essayé vraiment dans les réseaux sociaux de partager un petit peu cette envie, cette idée, cette image. Puis la chance que j'ai, c'est que ça a pris, puis que maintenant c'est mes clientes qui le partagent à ma place, on va dire, parce que c'est des super belles photos, c'est des super beaux moments que les gens aiment partager sur les réseaux sociaux. Donc, ça a bien marché. Puis après, on a réussi à vendre, créer la boutique en ligne, avoir des points de vente, vendre dans des boutiques physiques. Fait que tout ça est venu comme au fur et à mesure, là, en développant au fur et à mesure des années. Puis peut-être un peu aussi en lien avec l'aspect réseaux sociaux, par exemple, et le fait que les tendances passent assez rapidement. Au niveau de la conception de tes nouveaux produits, comment tu t'inscris là-dedans? Est-ce que c'est des nouveaux produits assez fréquemment? Est-ce que tu as des thématiques? Comment que tu as conçu tes... En fait, vu que j'essaie de créer des accessoires qui soient intemporels, puis aussi unisexe et qui puissent être utilisés tout le temps par tout le monde, c'est vrai que c'est difficile de lancer comme des collections. J'en ai fait beaucoup au début. Puis ça marchait bien, mais c'était difficile de justement comme d'être tout le temps dans la création du nouveau, alors que moi, je voulais des choses qui perdurent. Fait que j'ai réussi, après quelques années, à vraiment bâtir nos classiques. Et puis, autour de ça, de faire des ajouts, des nouveaux produits. Je te dirais que dans le processus de création, je travaille beaucoup avec mes clientes. J'ai des éducatrices en service de garde qui me disent nous on aurait besoin de ça, ou j'utiliserais bien ça, est-ce que tu serais capable de créer ça? Fait que je fais des produits tests avec elles, elles les essaient, on a un retour si ça marche ou si ça marche pas. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on produit tout localement, donc j'ai pas besoin pour un nouveau produit d'aller commander 10 000 unités en Chine ou ailleurs et de me retrouver avec un stock où je sais pas si ça va marcher ou pas. Fait que
je fais mes tests, ça marche, on lance plus de production. Après, si moi je suis pas capable de faire la production, je vais sous-traiter avec d'autres couturières, avec des coupeurs. J'ai développé un réseau qui peut produire plus, mais selon nos besoins seulement. C'est génial, ça te permet vraiment d'avoir la flexibilité aussi pour pouvoir avoir cet aspect personnalisable. Ouais, flexibilité puis rapidité aussi. Ah, oui. Parce Ouais. que si jamais j'ai un gros contrat qui peut être urgent, je suis capable de répondre à ça assez rapidement, ouais. Puis peux-tu nous parler un peu justement aussi de ce réseau-là que tu as créé de gens qui collaborent avec toi, le partage de valeurs, entre autres, s'assurer de l'alignement de cette vision d'éco-responsabilité qui est si importante pour ton entreprise? Oui, c'est tout un réseau. C'est sûr que quand tu travailles avec des compagnies à Montréal ou dans les alentours, c'est souvent des entreprises familiales. Fait que c'est vraiment le fun parce que c'est ça, on travaille avec des gens comme mon coupeur, c'est vraiment une entreprise familiale, un monsieur âgé, puis sa fille me digitalise tous mes patrons, puis c'est le monsieur qui va faire la coupe, puis il me garde toutes mes retailles, fait que hop, je vais faire couper, je récupère mes tissus pour pouvoir les réutiliser, fait qu'ils le savent, ils nous connaissent, on n'a pas besoin de leur redire à chaque fois je veux garder comme mes retailles de tissus pour pouvoir les réutiliser. Pareil pour les fournisseurs de tissus, quand ils savent qu'il y a un motif que je veux puis qu'il n'y avait plus, ils vont essayer de le retrouver pour moi, ils me le mettent de côté parce qu'ils me connaissent puis ils savent que je vais prendre tous les rouleaux de ce motif-là absolument. Donc ça crée des belles opportunités. Puis pareil pour les couturières, c'est aussi des couturières qui font du travail de qualité et avec qui on partage ça. Et c'est le fun d'avoir tout ce beau réseau qui travaille là-dedans, puis qui aiment parler aussi de Fancy Little Day, puis de ce qu'elles font pour nous, puis tout, c'est vraiment chouette. Ça permet d'intégrer la fonction marketing un peu aussi avec cette équipe. Absolument, oui, absolument. Et puis, peut-être des petites questions de conclusion. Selon toi, c'est quoi la clé de l'entrepreneuriat éco-responsable? La clé, comme on vient de parler, je te dirais que ça serait beaucoup le réseau. S'entourer des bonnes personnes, pas des bonnes personnes, mais s'entourer des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Ça aide vraiment à être aligné, ça aide à aller chercher la bonne clientèle, parce que sinon, c'est difficile d'atteindre comme la cible ou de transformer des habitudes de consommation. On a une belle mission, mais c'est sûr que si tu es aidé de personnes autour qui partagent cette mission-là, ça va être beaucoup plus facile d'atteindre ton but. Donc, un gros axe au niveau du partage des valeurs là, que tu as mentionné, ça revient quand même beaucoup. Ça semble être central, en effet. Vraiment. Et puis, comment vois-tu l'évolution, en fait, de l'entrepreneuriat responsable dans les prochaines années? C'est sûr que ça va devenir inévitable parce que on a beau... de plus en plus, je trouve que les nouvelles générations, on est beaucoup sur le bien-être, sur la santé, puis tout, puis c'est vraiment important, puis c'est le fun. Mais t'as beau être en bonne santé, si ta planète, elle va mal, ça va servir à rien, au final. Mm-hmm. Fait que je pense que oui, c'est de plus en plus primordial. Je pense que ça va être de plus en plus encouragé aussi. Fait que je reste super optimiste par rapport à ça. Je me dis qu'il y a quand même... des possibilités. De toute façon, je suis de nature optimiste, donc je veux croire que ça peut faire une différence parce que sinon, ça serait comme juste trop difficile de travailler dans ce milieu-là. Mais je pense que je pense que les jeunes aussi, maintenant, sont beaucoup plus conscientisés tôt aux enjeux écologiques. Fait que j'ai l'impression que ça va prendre une place de plus en plus importante. J'espère. Étant donné qu'on parlait un petit peu aussi du point de vue des entrepreneurs qui ont peut-être moins d'expérience dans tout ce qui est intégrer l'éco-responsabilité dans leur pratique, est-ce que tu dirais que tout ce qui est tes pratiques zéro déchet, tu les perçois comme un défi ou une opportunité? Tu parlais entre autres des retails de couture, par exemple, de tes fournisseurs, si on peut revenir sur ce point-là. Donc, comment tu le perçois, comment tu l'approches, puis qu'est-ce que tu fais en fait de ces retails-là aussi? C'est sûr que c'est un défi, la gestion des stocks, la gestion des fournitures, la gestion des retails. Mais en même temps, ça apporte de belles opportunités, moi, je trouve. Le défi, c'est de les récupérer, les stocker.
il faut avoir de la place pour les garder. Puis les réutiliser, souvent, c'est quelque chose que tu peux pas faire de manière industrielle. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas amener tes retailles puis dire au coupeur, je voudrais utiliser le mini morceau de ce mini morceau pour le redécouper. Ça, c'est plus difficile. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment fait à la main. Mais en même temps, la belle opportunité, c'est que c'est des matières à la base que tu n'aurais pas réutilisées, donc qui auraient été jetées. Donc, ça te revient à un coût zéro. Et donc, réutiliser ces morceaux-là et les transformer en quelque chose qui peut être utilisé et revendu, c'est sûr que ton produit, ton coût de revient est comme vraiment très intéressant. Donc, il faut savoir jongler un petit peu. Est-ce que c'est intéressant? Oui, par rapport à la matière. Après, le temps que tu y passes, il y a certains produits qu'on a essayés, puis on s'est dit non, là, ça vaut pas le coup. On passe vraiment trop de temps sur ce produit-là. Puis, il y en a d'autres qui fonctionnent bien. Donc, par exemple, les mini, quand on découpe des couronnes, les mini triangles qu'on a déjà découpés, des couronnes, au lieu de les jeter, on les utilise pour faire comme des petites guirlandes que tu peux planter sur le gâteau, qu'on appelle les cake toppers, là, que tu peux planter pour décorer. Puis ça marche super bien parce que ça fait un petit ajout pour la collection que les parents veulent se fournir à que les parents veulent acheter. Fait que c'est ça, on utilise vraiment les petits morceaux pour créer des nouveaux produits. C'est pas forcément facile, il y a certains produits qu'on a essayés, ça fonctionne pas, mais on teste, puis quand ça marche, là c'est vraiment des belles victoires. En aurais-tu un exemple, par exemple, de retail que tu as essayé de manipuler pour recréer quelque chose de nouveau puis que malheureusement, ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on avait essayé? On a essayé tellement de choses. Ouais, dans les retails, on avait essayé de faire des petits masques de costumes, mais c'était vraiment comme difficile. Ou alors faire comme un peu plus de patchwork, comme coudre ensemble des tout petits morceaux de retail. Exactement. Okay. Pour faire comme quelque chose avec nos retails. Mais là, il y avait vraiment trop de temps de couture pour coudre chaque pièce ensemble. Donc, j'essaye de faire des choses où c'est vraiment, dans ces morceaux-là, où c'est juste de la découpe. Puis, comme on l'assemble, mais pas plein de petites coutures ensemble, là, ça devenait juste impossible. C'est vraiment un processus marqué par l'innovation, la créativité. C'est vraiment intéressant. Aurais-tu un dernier conseil, un message de fin, en fait, à partager à ceux qui nous écoutent? C'est sûr que pour être entrepreneur et puis essayer d'avoir des valeurs éco-responsables dans sa compagnie, que ce soit pour un produit, pour un service ou pour des pratiques au sein de son entreprise, faut être passionné, faut croire en sa mission, faut croire en ses valeurs vraiment fort pour réussir à rester motivé par rapport aux défis qu'on rencontre, par rapport à la longévité qu'on veut mettre dans le projet. Parce que c'est souvent ça, des fois on a des belles idées, puis au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est difficile d'en vivre ou de continuer, mais je pense que quand on est vraiment passionné, puis quand on a à cœur cette mission-là, on arrive à trouver des bonnes options. Donc il faut vraiment essayer d'avoir une mission forte, d'être engagé pour réussir à relever les défis. Et de la détermination, j'imagine, beaucoup, et de la patience. Absolument. Mais merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir participé, d'avoir partagé tes conseils, ton expérience. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir.